Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs d'Eden TV, merci infiniment de prendre le rendez-vous de l'entretien du dimanche. Alors que nous nous acheminons vers les élections générales de 2028, le climat politique au Bénin reste fortement marqué par les déboires du Parti Les Démocrates, la non-participation, la non-validation donc de la candidature du parti pour la présidentielle, suivie donc de la démission en cascade de plusieurs figures influentes du parti, notamment plusieurs députés et bien entendu le retrait de la vie politique de Maître Renaud Agbodjo, le candidat du Parti Les Démocrates pour la présidentielle. Au même moment, l'entretien télévisuel du chef de l'État vient raviver donc le débat autour de la réforme du système partisan et la cohésion nationale tant souhaitée sur le plan politique et bien entendu la création possible d'un Sénat. Voilà de quoi retourne l'actualité politique en ce moment au Bénin. Et pour décrypter toute cette actualité avec nous, nous recevons dans ce dimanche M. Armand Afosogbe. Il est membre d'abord du bloc républicain, du bureau politique du bloc républicain et également coordonnateur donc, du bloc républicain à Abomey. M. Afosogbe, merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est très gentil de votre part. Dès que je vous ai appelé, vous avez dit, pas de souci mon frère, je viens. C'est très rare, je le dis souvent comme ça, mais c'est très rare d'avoir des politiques en ce moment. Et espérons qu'ils vont réagir comme vous très souvent. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Le fait que les politiques n'aiment pas trop les plateaux télé en ce moment, alors que l'actualité est là, il faut décrypter, il faut informer la population, il faut éclairer la population. Le président lui-même va à la télé, mais pourquoi les autres hésitent de temps en temps? Non, si le président de la République... le président Patrice Talon va à la télévision, il est sûr de lui-même. Si moi je réponds à votre appel, c'est parce que je suis de moi-même. Donc les autres ne sont pas sûrs d'eux. Mais je n'ai pas dit ça. Mais moi, Armand Afosogbe, je suis sûr de moi-même. Voilà, le temps est donné, c'est M. Afosogbe, il n'a pas sa langue dans sa poche. Alors je vais vous demander, quelle lecture faites-vous? Quelle est votre grille de lecture de la dernière sortie du médiatique du chef de l'État? Pour vous, c'est un message d'apaisement ou bien c'est juste une manière de fixer les responsabilités? Non, c'est lui, ce n'est pas moi. Est-ce que ce n'est pas ça, en fait? Non, d'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez à Eden TV. C'est pour la première fois. Ça fait plaisir. C'est la seule télévision que j'ai jamais intervenu sur votre plateau. Et puis, vraiment, je vous félicite. Et c'est une télévision que je suis. Vous faites du bon travail. Et je remercie les journalistes, le promoteur, la promotrice. Madame Claudine Prudencio, tout le reste, je vous remercie beaucoup. Et par rapport à la sortie du président Patrice Talon, vous savez, c'est une sortie qui peut être décryptée en deux phases. Il y a la forme et il y a le fond. La forme, il est sorti à un moment où tous les Béninois attendaient sa réaction. C'était opportun. C'était opportun. C'était vraiment opportun. Parce que, vous savez, il occupe aujourd'hui une charge où c'est difficile de répondre chaque fois. C'est difficile quand un président de la République ne peut pas sortir chaque fois pour répondre à des critiques, à un certain nombre de choses. Mais de façon ponctuelle, quand les critiques deviennent trop. Quand, à certains moments donnés, on te porte le chapeau de tout ce qui se passe, alors que c'est une manière d'embrouiller les pistes. Un président de la République doit faire ses sorties ponctuellement pour quand même répondre ou bien situer un peu les responsabilités. Et puis, cette sortie, c'est quand même la bienvenue. Les Béninois ont apprécié. Dans le fond, j'avoue que c'est pour la première fois depuis 10 ans. J'ai vu le chef de l'État se détacher de la fonction présidentielle pour parler à cœur ouvert aux Béninois. Je parle de cœur ouvert parce que, vous savez, ce qui a fait sortir le chef de l'État, vous le savez très bien. On lui a collé d'être le manipulateur. C'est lui qui a manipulé que les démocrates ne sont pas, leur duo de candidature n'ont pas été pris en compte, ils ne vont pas aux élections présidentielles. Et il est sorti quand même pour pointer du doigt
le nœud, c'est-à-dire le problème, le réel problème qui mine d'abord le Parti des démocrates et qui mine l'opposition béninoise. Et quand je reviens à ça, c'est-à-dire que je fais un rétrospecte sur l'actualité politique des démocrates. Quand le président Éric Rouleté était président des démocrates, vous observez bien, le parti a été bien dirigé, il n'y avait pas de dissension. Tout se passe de façon normale. Oui, le parti était bien géré. Paf, le parti a fait un congrès extraordinaire et puis le président Yahya Boni devient le président Éric Rouleté devient le premier vice-président. Les problèmes ont commencé par là. Donc ça a été le point de bascule selon vous? Non, mais les problèmes ont commencé par là. Ce que je dis, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous savez mieux que moi. Parce que nous connaissons le président Yahya Boni. Ah bon? Vous le connaissez comment? Nous le connaissons. On peut citer un certain nombre de choses qu'il a dit par le passé. Ils sont petits. Je vais déplacer, je vais leur montrer que j'ai les Béninois du Bénin profond sont avec moi. Oui, ils sont petits. Ils vont s'affronter. Non, on va remuer le couteau de la paix. C'est les anciens. Non. Revenons à la lecture. Je suis en train de caricaturer la personne. Et je suis en train de vous montrer comment ça a démarré. La chute des démocrates, comment ça a démarré. Ça, je l'ai bien compris. Donc, vous dites, comme le chef de l'État, que c'est le président Boni Yayi qui a la base de tout ça. Depuis que le président Boni Yayi a pris les rênes du parti. Les rênes du parti. Vous avez vu le discours du président Éric Rouleté au congrès extraordinaire. Si vous voulez, je peux vous dire... Dites-nous, les téléspectateurs ont envie d'entendre. Il a été mécontent. Il n'a pas été content. Dans ses propos, le président Éric Rouleté n'a pas été content de la manière dont les choses se sont déroulées. Les problèmes ont commencé par là. Nous en sommes là quand... parce qu'il faut saboter le pouvoir en place, parce qu'il faut détruire ce qu'on n'a pas pu faire pendant 10 ans, et que quelqu'un a décidé de faire peut-être en 6 mois. Il faut détruire tout ça. On a commencé par monter des gens pour boycotter les élections en 2019. Non, là, en 2019. On va pas refaire toute l'histoire. Non, l'historique. Si on ne fait pas l'historique, tu sais, nous oublions vite les choses. Parce que la sortie du président Patrice Talon, si vous suivez bien sa sortie, ça dit, il a pointé du doigt le réel problème qui mine les démocrates. Et nous sommes là pour éclairer l'antenne des Béninois. Que le problème que subissent les démocrates aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le président Patrice Talon. Non, il n'y a pas une main invisible. Bien au contraire, si le président Patrice Talon peut faire quelque chose, même tout de suite, pour ramener les démocrates dans l'arène politique, pour compétir pour les élections présidentielles, il va le faire. Et moi, je dis, j'ai mal dans mon cœur, j'ai mal dans ma peau. J'ai mal parce que je veux que les démocrates compétissent et on va les battre. On va les battre parce que, voilà, voici un parti, ils n'ont aucun projet de société, ils n'ont rien apporté. Si je prends celui qui est à la tête de ce parti aujourd'hui, il a géré le Bénin pendant 10 ans. Moi, je ne vais pas, je n'irai pas en arrière pour citer un certain nombre de choses que les Béninois connaissent bien. D'accord, oui, on est mais au courant de beaucoup de choses. Nous sommes dans notre 10e année et aucun scandale. Je mets au défi que le président Patrice Talon, aucun scandale. Le président qui a assaini plus les finances publiques, le président qui a assaini et plus la gestion au sommet de l'État, c'est le président Patrice Talon. Beaucoup de mouvanciers, mais je me suis regardé, même à faire le point. Les mouvanciers ont été plus arrêtés que l'opposition. On peut en citer, si vous voulez. Le temps ne nous permettra pas, mais je veux que vous nous invitez. On va faire le point.
Oui, mais ça aussi, c'est analysé comme un recul de la liberté d'expression chez nous. Beaucoup pensent que c'est une façon de museler les uns et les autres aussi. Non, museler qui? Le fait qu'on a plein de personnes devant la justice. Je vais vous donner un exemple, monsieur le journaliste, monsieur Omar. Vous êtes journaliste à Eden TV. Effectivement, oui. Vous n'allez pas mourir à Eden TV. Peut-être que Dieu peut vous donner autre opportunité. Je me sens bien pour le moment à Eden TV. En tout cas, vous allez peut-être un jour passer la main. Oui, pourquoi pas. Mais en passant la main, il faut faire le bilan. Si dans votre gestion, on vous reporte des choses, soyez fiers de répondre. C'est tout. Quand les gens décident de ne pas répondre et ils fuient, c'est comme ça ils sont en exil. Donc, je reviens par rapport à la sortie du président de la République, le président Patrice Talon. Pour vous, il a voulu fixer juste les responsabilités, c'est ça? Il a touché du doigt le problème qui mine les démocrates. Et ce problème n'est rien d'autre que la personne du président Yahya Boni. Un président qui veut juste, c'est-à-dire quand on le suit de près. Je dis qu'on ne va pas faire l'histoire, on n'a pas le temps de décortiquer tout ça. Quand on le suit, le président Yahya Boni est hostile au développement du Bénin. Il est hostile au développement du Bénin. C'est un bien gros mot. C'est un fils du Bénin qui aime bien le Bénin, qui a été président du Bénin. C'est trop facile de dire ça, M. Afonso Boye. Il a géré le Bénin pendant 10 ans, et il n'y a pas tous les 3 mois, il y a des scandales. On peut commencer par citer. Oui, mais bon, donc, celui qui aime ce pays ne peut pas végéter dans ce scandale-là et pendant 10 ans. Le président Patrice Talon est en train de faire 10 ans. D'accord. Citez-moi 2 scandales. D'accord. On n'est pas là pour le comparatif essentiellement de 2 hommes. Je veux qu'on parle de son discours. Les démocrates ont été incapables de désigner un duo de la candidature parce que celui qui était pressenti naturellement... Ils ont désigné un duo. Non, attends. Et ce duo a été désigné comment? Ce duo a été désigné dans une crise. Parce que la majorité des démocrates ont fustigé la désignation de ce duo. Parce que celui qui était pressenti en réalité, non. Moi, je ne veux pas apprendre quelque chose aux démocrates. Vous avez des espions là-bas, vous avez des yeux là-bas. Non, mais écoutez, on suit de près. Ah bon? Non, mais on suit de près. Nous sommes béninois. Écoutez, je ne suis pas un étranger, je suis béninois, je suis un acteur politique béninois. Et de loin, vous avez su déjà qui a tout ça. Celui qui naturellement, celui qui devait être candidat pour les démocrates, c'est le président Henri Rouneté. Ah il n'y a pas autre chose. Ah bon? Si on va définir les critères, parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. On ne choisit pas un candidat pour rien. La désignation d'un candidat suit un certain nombre de critères. Lesquels? Et le mieux préparé aujourd'hui, chez les démocrates, qui répond à tous les critères, c'est le président Henri Rouneté. Tout le monde sait. Ils le savent. Mais le monsieur, vous lui avez dit qu'il sera candidat. Naturellement, il répond d'abord aux critères et il a renoncé à être président du groupe parlementaire. Il a renoncé à des avantages au Parlement. Il n'est que député lambda. Le moment est venu, le gars, il a la majorité. Vous, d'abord, on fait de dilatoire. Il y a eu près de 35 J'ai bien envie de vous poser une question. Oui. Permettez, quel est votre lien avec le député, l'honorable Éric Ondete? C'est quoi votre lien? Vous voyez très souvent? Vous êtes très amis, c'est ça? Non, mais aucun lien. Non, on peut être d'obédience différente et être de bons amis. Parce que je vois que vous le défendez beaucoup. Non, mais je ne le défends pas. Je lis, je ne fais que lire les problèmes des démocrates. Ah bon? Vous savez, et ce problème-là, vous croyez que c'est chez eux seulement il y a... Nous, on a été plus disciplinés. Parce que nous avons un chef d'orchestre qu'on appelle le président Patrice Talon. D'autres appellent ça la soumission. Quelle soumission? On appelle ça la discipline. Vous croyez que moi, je n'étais pas... J'avais l'ambition d'être candidat aussi pour les élections présidentielles. Au sein du Bloc républicain, il y avait beaucoup de prétendants. À l'UPR, il y avait beaucoup de prétendants. Chez les autres, Moël, Bénin, RN, il y a des gens aussi qui veulent être candidats pour les élections présidentielles. Mais qui est mieux préparé parmi nous tous? C'est le ministre d'État, Romeo Waraï. Ah bon? Parce que, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'ambition, elle est naturelle. Tout le monde peut avoir des ambitions. Mais il faut
il faut regarder soi-même si l'ambition peut nous conduire à être ce que nous voulons. S'il y a mieux que nous, et que nous sommes dans un groupe, il faut se plier. Le mieux préparé au sein de la mouvance présidentielle, c'est Romuald Wadaï. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Revenons s'il vous plaît. Donc, la discipline, je parle de la discipline du groupe qui a régné au sein de la majorité présidentielle et qui a désigné le candidat Romuald Wadaï. Que cette discipline ne régnait pas au sein des démocrates. Ça manquait là-bas. Ça manquait. Il n'y avait pas de discipline. Il y avait le camp Achadé, il y avait le camp Éric Rouneté, il y avait le camp Yahi, il y avait le camp XY. Mais dans cet embrouillamini, comment ils vont sortir en duo? On a pris un avocat qui n'est pas un militant. Ce n'est pas parce que tu es l'avocat des politiques que tu es déjà militant, que tu es déjà politique. Mais c'est une erreur grave. Et le président Yahi Boni, il ne regarde pas ces erreurs du passé. Non. Poursuivons avec la lecture d'abord de cette sortie médiatique du chef de l'État. Oui, on a bien compris. Vous et le président Boni Yahi, on sait que bon, c'est des années-lumière. Vous n'allez pas très bien en parler. Laissons cet aspect. Parlons du chef de l'État. Il a parlé à un certain moment de cohésion nationale en ce qui concerne les politiques. Est-ce que vous êtes favorable à cela, au bloc républicain, quand vous voyez que les gens ont des obédiences différentes? C'est vrai qu'on n'a pas d'idéologie au Bénin, mais on a quand même une vision du Bénin. Ils ont des visions différentes. Ils ne peuvent pas s'entendre, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez le fait que le président Talon dise « Venez malgré tout, restez ensemble, on va construire le Bénin ensemble », alors qu'on n'a pas les mêmes rêves pour le Bénin? Vous savez, au-delà de nos visions, des visions des partis politiques, il y a le Bénin qui est au-dessus de ces visions. On peut avoir des visions différentes, on peut ne pas s'entendre sur un certain nombre de choses, mais le Bénin qui est au-dessus de nous tous là, c'est ce Bénin qui peut nous réunir. Et c'est cette ouverture, les partis de la mouvance présidentielle ont fait, en aidant même des partis d'opposition comme FCBE à avoir un certain nombre de parrainages pour sortir son duo. Et c'est le président de la République, quand il a reçu la jeunesse béninoise au palais, il a donné les lignes à suivre. Les démocrates pouvaient venir quand même faire des accords en étant même opposants radicaux. Ils peuvent faire des accords avec le bloc républicain ou bien avec l'Union progressive, le renouveau, pour avoir un certain nombre de parrainages et aller aux élections présidentielles. Parce que vous avez 28 parrains. C'est juste. Parce que quelqu'un est proche de Éric Rouneté, le président Éric Rouneté, et qu'il trouve que celui qui est mieux préparé est au sein des démocrates pour représenter les démocrates pour les élections présidentielles, c'est Éric, qui l'a fait à lui. Vous ne l'avez pas pris. Le gars dit, écoutez, moi je prends mon parrainage. Si ce n'est pas Éric. Donc vous comprenez, le député Sodinou, vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait? Mais si ça se passe au bloc républicain, je le ferai. La même chose. Ah bon? Si, par exemple... Malgré la discipline dont vous parlez... Écoutez, si le chef d'orchestre, le président de la République, Patrice Talon, en commun accord avec les présidents des partis de la mouvance présidentielle, quand ils ont sorti le duo de la candidature, Romuald Wadaï Talata, si mon parti refuse, et que moi je vois que c'est Wadaï qui est le mieux préparé, je vais désobéir. Non, mais je vais désobéir. Vous n'êtes pas insoumis. Mais je ne suis pas un insoumis, c'est pas possible. Non. Parce que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour ce pays. Et ce qu'il y a de mieux pour ce pays, quand on le voit, on le sent. C'est qu'on se mette ensemble, quelles que soient les obédiences politiques. Donc vous voyez, du coup, au-delà de nos ambitions, au-delà de nos intérêts, au-delà de nos idéologies, il y a le Bénin qui prime, qui est au-dessus de nous tous. Et à certains moments donnés, nous devrions quand même s'asseoir et dire, laissons nos dissensions, laissons nos petits problèmes, mais c'est le Bénin. Et après, on reprend nos positions. Ce n'est pas parce que les démocrates, quand ils vont venir négocier avec l'UPR ou bien mon parti politique, le Bloc républicain, qu'ils sont déjà mouvanciers. Non.
Mais il y a des lois qui viennent au Parlement. Et les démocrates votent. Ils font des amendements. Le nouveau code électoral, ils ont fait des amendements qui ont été pris en compte. Ils ont fait des amendements qui ont été pris en compte. Ils ont surtout crié tout le temps la révision de ce code-là. La loi de finances, la loi de finances, ils ont fait beaucoup d'amendements qui ont été pris en compte. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont mouvanciers. Ils ont maintenu leur équilibre d'opposition radicale. Et ça n'a rien à voir avec, avec la gestion, avec le développement du Bénin. Nous, dans notre position aujourd'hui de la mouvance présidentielle, nous voulons avoir une opposition, nous voulons une compétition, nous voulons que les gens nous font des reproches. Monsieur Afonso, face à la nation, dites-moi un tout petit peu, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les démocrates ne participent pas à la présidentielle, ce n'est pas une petite tache noire en ce qui concerne l'inclusivité que devait avoir donc cette joute électorale? Reconnaissez-le un tout petit peu. Il y a un petit souci quand même. Comment avoir reconnaître si cette responsabilité n'est pas... on n'est pas engagé par rapport à cette responsabilité. Vous n'y voyez pas un recul de la démocratie béninoise, non? Ce n'est pas de notre faute. Le chef de l'État a bien dit qu'il a été déçu. C'est une déception pour moi. Moi, je veux une compétition. Et moi, je veux que les démocrates participent à toutes les élections. On va les battre. Ah bon? Parce qu'ils n'ont pas d'idéologie. Ils n'ont pas un projet de société. Et nous sommes en train de finir un cycle de 10 ans. Nous avons ramené le Bénin à un niveau très élevé. Et je félicite le président Patrice Talon. Il n'a plus rien à montrer aux Béninois. Il a tout montré. Hein. Il a donné tout de lui-même. Il a tout fait. C'est le moment de le féliciter. Voilà quelqu'un, le président Patrice Talon. Aujourd'hui, il a encore les cartes en main de briguer un troisième mandat. Il a tous les atouts. La constitution béninoise ne lui permet non, pas. Mais, on va pas faire ce débat-là. C'est un démocrate. C'est un démocrate. Et c'est un homme qui respecte les lois de la République, les tests de la constitution béninoise. Il part. Il est allé loin. Dans son débat télévisé, il a dit s'il faut même introduire une loi au Parlement pour interdire la politique à lui-même et au président Yaïboni. À tous les anciens. Parce que le débat depuis près bientôt 20 ans est focalisé sur les deux hommes. Sur les deux hommes. La guerre entre les deux. Fatigués. Non, les Béninois sont fatigués. Moi qui vous parle, je suis fatigué. Donc vous êtes d'accord pour un Sénat où on va on va les mettre tous là-bas? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est vrai que je ne vais pas trop me prononcer sur la loi qui est proposée au Parlement. Pourtant, création d'un Sénat. Sur le Sénat. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme politique qui a l'habitude de dire qu'une loi peut venir au Parlement avec 10 têtes et sortir avec une seule tête. Parce que ça suit des directives et des protocoles. Vous voyez, la commission des lois doit valider, puis après ça, ils vont amener ça à la plénière. À la plénière, il peut y avoir des amendements. Donc, la loi qui est proposée, que tout le monde lit aujourd'hui, les gens crient. Les gens peuvent amender, tout changer. Donc, je ne peux pas... C'est après l'amendement que moi, je vais me prononcer sur la création du Sénat. Oui, mais beaucoup de personnes déjà ont quand même déjà des critiques. Permettez que vous dites ça. Oui. Beaucoup ont des critiques déjà. Ils se disent que non, si c'est pour faire une chambre de contre-pouvoir, un peu comme l'Assemblée nationale, ça va redevenir quelque chose de redondant. Et si ça veut rester aussi une institution consultative, c'est qu'il y en a déjà au Bénin également. La Cour, le Conseil économique et social et bien d'autres encore sont là pour que le pouvoir puisse les consulter avant de prendre certaines décisions. À quoi ça sert encore de créer un Sénat? C'est quoi l'objectif derrière? Beaucoup se posent des questions. Non, mais écoutez, sur des questions essentielles de la République, combien de fois, monsieur le journaliste, vous avez vu le Conseil économique et social se prononcer? Non, mais en tout cas, ils ont ce devoir-là de pouvoir répondre aux politiques lorsqu'on les consulte. Ça fait partie de leur cahier de charge. Non. Quand vous lisez les articles même de la création du Sénat, moi j'ai lu un peu. C'est vrai, il y a des choses que j'ai approuvées. Il y a des choses que je trouve que... On peut revoir. Oui, on peut voir ça. À l'amendement, je connais les députés béninois, ils vont arranger beaucoup de choses. Mais
Vous savez, récemment, je vais donner raison, récemment, les démocrates ont écrit à la Cour constitutionnelle suite à une plainte sur leur duo de candidature, et puis la Cour s'est déclarée incompétente. Il faut une instance quand même qui pour moi, doit être une instance morale qui sera au-dessus. De la Cour constitutionnelle? Non, pas de la Cour constitutionnelle. Ah. Non, pas de la Cour constitutionnelle. La Cour, nul n'est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Mais, par moment donné, la Cour aussi se déclare incompétente. Et, face à des sujets d'intérêt national, il faut que des sages de la République, comme les anciens présidents de la République, les anciens présidents des institutions, le président de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les anciens présidents de la Cour suprême, de la Haute Cour, les anciens présidents de la RAC, qui se retrouvent... Les chefs d'état-major, les chefs d'état-major, c'est-à-dire, les forces, on les appelle les forces vives de la nation, qui se retrouvent entre eux. Les sages. Voilà, nous sommes face à telle situation. Trouvons le juste milieu pour évoluer. Donc si vous étiez à l'Assemblée, vous allez voter sans hésiter? Non, mais écoutez, si je suis à l'Assemblée, je vais voter en faisant des amendements. D'accord. Je vais amender d'abord. Je vais amender. J'ai dit, il y a des trucs que moi je trouve très bons dans les articles que j'ai lus. Donc le principe vous plaît? Oui, le principe, ça me plaît. Et puis il y en a. Mais aux États-Unis, je donne souvent cet exemple. Aux États-Unis, vous savez, ils ont leur constitution est un peu bizarre. Tu sais, tu peux être candidat aux élections présidentielles et gagner les élections. Mais si tu perds les grands électeurs, oui, oui. Tu échoues. Oui, tu peux gagner au suffrage universel, mais les grands électeurs... Qui on appelle les grands électeurs? Ce sont les sénateurs. Donc, au Bénin, nous pouvons instaurer ça. Au fait, il faut que les gens cessent de diaboliser les choses à chaque fois. Parce que c'est le président Patrice Talon, parce que c'est la mouvance présidentielle. On diabolise. Mais tout ce qu'on a fait dans ce pays pendant 10 ans, ça a ramené le pays au sommet. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être béninois. Mais puisqu'il y a quelques critiques de temps en temps, pourquoi par exemple pour le Sénat, on ne peut pas procéder par un référendum, avoir l'avis même du Béninois directement, Monsieur X, Monsieur Y directement, sans passer par donc les représentants du peuple? Le peuple béninois est représenté par les députés. Oui, mais pour un sujet aussi clivant... C'est dans la constitution béninoise. Hein, oui, je sais. Le peuple béninois est représenté par les députés. Mais le référendum fait partie aussi des principes de la démocratie. Et cette proposition a été soumis au Parlement par la majorité des Béninois. Quand je dis majorité des Béninois, le groupe parlementaire, le président du groupe parlementaire du Bloc républicain et le président du groupe parlementaire de l'UPR, de l'Union progressiste du Renouveau, c'est les deux qui ont fait cette proposition. Et ces deux partis politiques ont la majorité des députés au Parlement. Donc, qui parle de la majorité des députés au Parlement, parle de la majorité du peuple béninois. Si les députés sont les représentants du peuple béninois. Donc, on cesse de nous parler de référendum. Non, mais pour plus de consensus, vous le dites. Quand le peuple décide et qu'on sait que c'est le peuple qui a voté, là, il y a un consensus autour immédiatement. Vous croyez qu'il y a de consensus dans la démocratie? Non, mais je pense que c'est la base, c'est le soubassement de la démocratie. Il y a le consensus sur ce que la majorité décide. S'il y a de consensus dans la démocratie, il ne peut pas avoir la majorité et la minorité. Oui, il ne peut pas avoir l'opposition. Il ne peut pas avoir l'opposition et la mouvance. Non, je m'explique. C'est parce qu'il n'y a pas de consensus que... Donc, ne me parlez pas de consensus en démocratie. Vous prenez les mots juste à la première définition. Ce que je dis par là, c'est quoi? La démocratie, on connaît le principe. C'est la majorité, la voix de la majorité qui passe. On est d'accord? Donc, le consensus se fait autour de la voix de la majorité. C'est ce que je dis. Pour que le peuple, de manière majoritaire, puisse dire, OK, nous sommes d'accord avec cette décision. Et dans ce cas de la Sénat, vous ne trouvez pas qu'entre le BR et l'UPR, ce n'est pas la majorité? C'est une majorité de 2016 jusqu'à 2025 là maintenant. Mais c'est une majorité. Mais la majorité actuelle, on n'en sait rien. Bon, évoluez. Vous parlez de quelle majorité actuelle? Vous êtes sûr que le peuple est toujours... Vous croyez que les 28 députés des démocrates sont encore là?
Ah bon. Ils sont intacts avec les démissions. Finalement, c'est vous qui me posez les questions. Non, on a inversé, non, on a inversé mais je les ne rôles. veux pas. Parce que revenons je ne veux pas vous prêter des intentions. Non, non, je n'ai aucune intention. Vous semblez, à vous écouter, tout porte à croire que la majorité consensuelle, c'est le deal entre la minorité et la majorité. C'est-à-dire entre l'opposition et la mouvance. Non, ça n'a rien à voir. Mais eux, ils ont géré le pouvoir pendant 10 ans. Nous, on a été minorité, on a été opposants. On a été minorité, on a été opposants. Et ils ont fait tout. Nous avons été gazés. Nous avons été tabassés. Moi qui vous parle, j'ai été blessé. Nous avons trouvé de refuge à Canal 3. Paix à son âme, Richard Chenou. On a traité nos sangs, le sang de mouton. Mais depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, on n'a jamais gazé quelqu'un. Hein? Vous êtes sûr? Mais donnez-moi un exemple. Vous voulez parler de 2019 là? Oui, le soulèvement 2019, populaire 2021. où on a monté les chasseurs pour tirer sur les forces armées républicaines? C'est ce que vous voulez, où des édifices publics et privés ont été saccagés? Nous sommes dans quel pays? Un État sérieux, un État sérieux doit veiller sur l'ordre, sur le maintien d'ordre. D'accord. Monsieur Afonso, on va évoluer un tout petit peu. Vu la situation politique actuelle, avec tout ce que nous avons dit tout à l'heure, la tambouille au sein du Parti Les Démocrates et la sortie médiatique du chef de l'État qui fait des propositions, qui fixe également des responsabilités en ce qui concerne tout ce qui arrive donc, au Parti Les Démocrates. Il appelle également à la cohésion nationale en ce qui concerne les politiques. Vu tout ceci, comment est-ce que vous comptez avoir l'adhésion, je vais parler maintenant du bloc républicain, notamment vous, dans votre localité, dans votre circonscription électorale, comment est-ce que vous allez faire pour avoir l'adhésion de la population derrière vous, quand on sait qu'il y a eu une grosse abstention lors des élections précédentes? Non, mais je crois que le peuple béninois est mûr. Et le peuple béninois a compris finalement le jeu des démocrates. Ah bon? Et ils se disent démocrates, mais ils n'ont jamais été démocrates. Mais il y a beaucoup de Béninois qui crient à l'exclusion en ce qui concerne les démocrates. Vous allez voir lors des élections prochaines, que ce soit législatives et municipales et présidentielles, vous allez voir que les Béninois vont sortir massivement. Ah bon? Parce qu'ils ont été déçus. Ils ont été, en tout cas ceux qui sont du côté de la minorité, de l'opposition radicale, je parle des démocrates, ils ont été déçus parce qu'ils n'ont rien apporté. Ce n'est pas un parti sur qui il faut compter. Ils ont prouvé jusqu'à la fin. Et au moment où nous on disait ça, les gens n'ont pas compris, c'est tout comme si on fait de l'acharnement. Mais ils ont montré leur vrai visage au peuple béninois. Et vous allez voir prochainement, mais nous on est confiants, vous savez, on est confiants de la gestion, du résultat que le président Patrice Talon a eu pendant 10 ans. Et c'est ça que nous on vend aujourd'hui. Et c'est ça aujourd'hui qui donne de l'adhésion sur le plan national. Moi, je viens d'Abomey, je viens de la 23e circonscription électorale. J'y suis tout le temps. Je suis coordonnateur de mon parti politique dans ma commune. J'ai 96 000 électeurs à Abomey. Nous essayons et nous les écoutons. Nous sommes fiers de les écouter, de voir qu'aujourd'hui, ils ont compris ce qu'ils devaient comprendre avant. Ils ont compris maintenant. Et que vous allez voir dans les prochains jours, dans l'avenir, que lors des élections prochaines, il n'y aura plus le taux d'abstention que nous avions connu par le passé. Nous travaillons déjà pour ça. Vous êtes sûr que vous faites le travail pour ça? Non, on travaille pour ça. Vous écoutez les Béninois? Non, on travaille pour ça. Tous les partisans comment on appelle, du Parti Les Démocrates à Agbanizou, quelque part d'autres sur le plateau d'Abomey, des gens qui sont des démocrates à fond, comment est-ce que vous allez les convaincre et leur dire d'aller voter au moins? Le Bénin n'est pas limité à un parti politique. Ah bon? Oui, je suis complètement d'accord, mais il y a beaucoup de déçus là-bas aussi. C'était le principal parti d'opposition. Il n'y a pas que le duo de la candidature de la mouvance présidentielle qui compétit aux élections présidentielles prochaines. Il y a un autre duo, les FCBE, ils iront aux élections.
Donc, nous, au sein de la mouvance, on n'a jamais demandé, on n'a même pas. Mais écoutez, vous savez, j'ai suivi une émission sur une chaîne de télévision, un député des démocrates qui dit, oh, eux, ils ont la carte en main et que eux, c'est parce qu'ils veulent que le président de la République, Patrice Talon, passe par la grande porte, sinon, eux, ils ont déjà détourné beaucoup de députés de la mouvance présidentielle. Ils vont déstabiliser le pouvoir. Mais nous, non, mais c'est une alerte. On a pris ça au sérieux. On a refait notre cohésion. On discute. Tu sais, nous, au sein de la mouvance, on a un chef d'orchestre, le président Patrice Talon, qui est très discipliné, qui insuffle cette marque de discipline au sein de tous les partis de la mouvance présidentielle. Donc, nous, on a rigolé. On a dit, ben, il faut prendre ça au sérieux. Resserrons les rangs. Mais nous, on a resserré les rangs. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? On n'a même pas. Tu sais, finalement, je conclus que vous buvez du petit lait après donc la non-validation de la candidature des démocrates. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez un peu peiné comme le chef de l'État, mais finalement, je me dis que vous dites finalement que c'est le boulevard ouvert pour Wadaï désormais. Vous êtes plutôt tranquille. Non, mais que les démocrates compétissent, qu'ils soient présents pour les élections présidentielles, qu'ils soient absents, mais nous, on va gagner les élections. Ah bon? Même s'ils étaient là, vous êtes sûr? Non, mais on va les battre. vous savez pourquoi on va les battre? Pourquoi? Nous, on a quelque chose à vendre. Nous, on a géré le pays pendant 10 ans. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur tous les plans. On a fait un grand effort. On a ramené le pays à un niveau très élevé aujourd'hui. Donc, nous, aujourd'hui, c'est ça que nous allons chanter pour gagner les élections. C'est ça que nous, on chante. Et on est fiers de le chanter. Eux, ils ne peuvent pas chanter. Ils m'ont dit, libérez Rekia Madougou, libérez Joël Aïbo, que ceux qui ont refusé de répondre. Les exilés politiques. Ceux qui ont refusé de répondre. Moi, je n'appelle pas exilé politique quelqu'un qui a refusé de répondre à sa gestion, hein, où la justice trouve des choses à le reprocher et il fuit. Et on va l'appeler exilé politique. Non. Exilé politique, c'est quelqu'un qui peut-être perturbe un gouvernement et puis on veut lui faire un règlement de compte et il a fui. Mais quand tu gères, tu es DG à quelque part ou bien tu es ministre à quelque part, après ta gestion, on peut te poser des questions. La justice trouve que il y a eu de malversation, tu dois répondre. Donc, on a vu des gens qui sont au Bénin, qui sont présents au Bénin, qui critiquent le président Patrice Talon à longueur de journée. Mais ils sont toujours là. Ils ne sont pas exilés. Donc, nous, on n'a pas peur, que les démocrates soient candidats ou pas. Nous, rien ne nous concerne. Rien ne nous concerne. Rien ne nous concerne. Est-ce que vous entendez de temps en temps les gens qui disent que c'est une sorte de verrouillage, on va dire, du jeu électoral au Bénin? On a verrouillé quoi? Le fait que les démocrates ne participent pas à la présidentielle. Mais vous savez, je vais vous dire, il y a une partie dans le nouveau code électoral qui prévoit... Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Non, attendez. Avant de répondre à votre question, il y a une partie du code électoral, du nouveau code électoral qui prévoit l'accord de gouvernance entre partis politiques. C'est pour couvrir les partis politiques qui peut-être ont l'ambition d'aller aux élections présidentielles, mais qui ne répondaient pas au nombre de parrainages. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je comprends. Donc, ils n'ont pas les mêmes règles pour le Bénin, on l'a dit tout à l'heure. Attendez. Donc, les démocrates, ils ont tous les atouts possibles pour aller aux élections. S'ils n'ont pas réussi à le faire, c'est qu'en leur sein, il y a des dissolutions. Il y a des problèmes en leur sein. Et je vous ai fait l'historique de ces problèmes. Non, mais est-ce que... Non. Permettez-moi de passer. Ne nous dis pas que... Je suis parce que nous, on sera peinés, parce que les élections, les démocrates ne sont pas... Qu'est-ce qui nous concerne dans ça? Moi, je suis bien. Et mon candidat pour les élections présidentielles, c'est le candidat Romain Wadaï. Donc j'en suis fier. C'est le plus méritant parmi nous. Et nous, on l'a désigné de façon claire et nette et transparente. Il n'y a même pas eu de problème. Malgré qu'il y a eu des ambitions, quand on a sonné le glas, tout le monde dans le rang.
moment. C'est ça qu'on appelle la discipline du groupe. Et ça, c'est une marque du président Patrice Talon. Il faut le féliciter. Vous savez, de mémoire politique béninoise, à 1 an, ou même à 2 ans, à 3 ans, de la fin du mandat d'un président de la République, la mouvance s'est effritée. Tout va. Il y a ce qu'on appelle la reconfiguration politique. Tout va en lambeau. Vous voyez, quelque chose est allé en lambeau au sein de la mouvance présidentielle. Le BR reste solide. L'UPR reste solide. RN reste solide. Mohamed Bénin reste solide. Et pendant longtemps. Vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est la réforme du système partisan. Cette réforme qui consiste à fédérer les forces, les grands ensembles. Et c'est ça les démocrates ont toujours refusé. Moi, si j'étais à la place des démocrates, et nous on a toujours clamé ça, je vais convaincre les FCBE à ce que nous entendions pour sortir du haut. On doit avoir des affinités politiques, des accords de gouvernance. On peut aller aux élections législatives différemment, hein, au communal différemment, mais pour les présidentielles, parce que nous voulons conquérir le pouvoir, on veut arracher le pouvoir à la mouvance présidentielle actuelle, nous sommes obligés de s'entendre dans l'opposition et avoir un duo de la candidature pour les élections présidentielles. Parce que les FCB ont au moins 6 parrainages, plus les 28 ans. Des démocrates. Des démocrates. On est à 34. On est à 34. Donc ils ont ce qu'il faut. Mais vous n'êtes même pas sûr, vous avez des problèmes en votre sein et vous faites encore. Mais ça, ça veut dire que quand vous regardez. Non, mais à un moment, vous allez me permettre de poser cette question-là. Je vais vous poser la question. C'est pour permettre d'aller de l'avant. Quand vous regardez de près. Oui, on a compris tout ça. Les démocrates, c'est. Moi, je dis c'est un parti qui œuvre pour la déstabilisation du Bénin. Bon, je pèse bien. C'est ce que vous dites. Eux ne sont pas. Ils ne l'ont jamais dit. J'ai reçu, juste avant vous, j'ai reçu un député Les Démocrates. Ce que vous dites là, je ne pense pas que ce soit la vérité. Ils ont d'autres ambitions qui ne sont pas forcément les vôtres. Ils ont d'autres manières de voir qui ne sont pas forcément les vôtres. Bon, je ne suis pas leur défenseur. On va leur permettre peut-être prochainement aussi de revenir encore répondre à tout ce que vous dites. Mais vous revenez sur une chose. Tout comme le chef de l'État, vous dites que les gens se regroupent par affinité. OK. Mais ils n'ont pas les mêmes affinités. Comment voulez-vous qu'ils aillent signer ensemble des accords? Alors, ce qui m'amène à vous poser cette question-là. Ce système partisan que nous avons mis en place, tous ces tests-là, concernant donc la réglementation comment on appelle, des partis politiques et tout, est-ce que vous pensez que c'est des lois achevées ou bien on doit coûte que coûte les parfaire? Parce qu'il n'y a pas, je le dis encore une fois, consensus autour. On ne s'entend pas véritablement autour. C'est achevé ou c'est perfectible? Non, toute loi est perfectible. Mais il faut expérimenter d'abord. On n'a pas encore expérimenté le nouveau code électoral. Oui, mais on l'expérimente là maintenant. Non, on n'a pas encore expérimenté. On n'a jamais été aux élections depuis que le nouveau code électoral a été voté au Parlement. Oui, mais... notre première expérimentation maintenant, c'est les élections générales en vue de janvier et puis de mars. Mais avec les dépôts de candidature de la présidentielle, déjà, on voit qu'il y a problème. Il a suffi seulement qu'un seul député dise non à son parti pour que la candidature tombe à l'eau. Ça, c'est pas... Est-ce qu'on ne doit pas revoir quelque chose au niveau du code? Avant que les problèmes n'arrivent. Mais quand de façon délibérée, on refuse de se conformer à la solution et que les problèmes arrivent, tant mieux. On a dit que vous pouvez ne pas s'entendre et avoir des affinités. Mais quand je ne sais pas, même au sein de la mouvance présidentielle, vous croyez que nous, au BR, hein, on a la même affinité avec l'UPR? Vous savez ce qui se passe sur le terrain entre le BR et l'UPR? Mais sur les questions de principe, sur les questions d'État, sur le développement du Bénin, on arrive à s'entendre sur le minimum. On fait des accords. Mais c'est tout ce qu'on a demandé. Vous croyez que les FCBE sont dans la mouvance présidentielle? C'est des opposants qui sont dans l'opposition. Qu'est-ce qui ne marche pas actuellement au niveau des tests qu'on peut... La loi leur permet quand même de faire des accords de gouvernance avec
les partis qui sont forts, qui sont plus forts et qui ont plus de parrains, plusieurs parrains, d'aller chercher ces parrains en faisant des accords. Et puis, après avoir cherché ces parrains-là, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont opposants, ils ne sont pas mouvanciers. Mais pourquoi les démocrates ne peuvent pas se conformer comme ça? Ça veut dire que le verre est dans le fruit. Ça veut dire que on veut faire ce qu'on appelle tout fait. On veut déstabiliser le Bénin. Mais on ne va pas accepter parce que vous aimez les gros mots, le Bénin, un parti politique ne reste pas déstabilisé. Le Bénin ne se limite pas à l'UPR, le Bénin ne se limite pas au BR, le Bénin ne se limite pas aux démocrates et le Bénin ne se limitera pas au FCBE. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut parfaire dans les tests actuels? Qu'est-ce qu'on peut parfaire dans ces tests-là? Tout le monde doit respecter les tests de la République. Qu'est-ce qu'on peut parfaire pour que tout le monde soit plus ou moins à l'aise? Parce que tout le temps, pendant les 10 ans, les autres ont réclamé la révision du code, la révision. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contenter tout ce monde-là qui crie? Mais avant de réviser, il faut expérimenter. Je vous ai dit, on doit expérimenter le code. Mais on l'expérimente. Je vous ai donné un exemple. Non, il faut aller aux élections. Il a suffi d'un seul député pour que la candidature d'un parti soit rejetée. Non. Ils n'ont pas voulu, comme je vous ai dit. On ne va pas revenir ici les mêmes. D'accord, ok. Évoluons alors. Évoluons. Et il faut expérimenter le nouveau code électoral et voir, même avec l'accord de gouvernance des partis politiques, est-ce qu'on n'aura pas 20% dans chaque circonscription électorale? Si on n'a pas, on va s'asseoir. On va faire une relecture. Le Parlement fera une relecture. Le Parlement fera une relecture pour qu'on voit, vraiment, ce code-là, ça ne nous a pas amené un peu... c'est un peu trop corsé. Il faut revoir. Je ne dirais pas c'est corsé. Et il faut le diluer. Je ne dirais pas c'est corsé parce que... Il faut enlever tous les verrous qu'on a mis. Un parti politique national doit respecter un certain nombre de critères, doit travailler pour être enraciné dans chaque circonscription électorale. Ce n'est rien d'autre que ça. Rien n'est corsé. Voilà, M. Afosogwe, on ne peut pas vous recevoir et ne pas parler de la 23e circonscription électorale en ce qui concerne le bloc républicain. Les communales, les dépôts de candidature ont été déjà faits. J'aimerais bien savoir, je sais que vous êtes dans le secret des dieux et que vous n'allez pas faire de langue de bois face donc au peuple. Comment ça s'est fait, le positionnement au niveau de la 23e? Est-ce que vous avez été vraiment consulté, vous qui êtes en contact direct tout le temps avec la base, avec les électeurs? Est-ce qu'on vous a contacté ou bien c'est les ténors qui se sont retrouvés entre eux et qui vous ont donné les candidats? Bon, 23e, on aura tel et on aura tel. Et vous avez accepté la discipline. C'est comme ça que ça s'est passé? Non, mais écoutez, quand vous parlez de la 23e, ça concerne les élections législatives. Mais quand vous parlez des élections communales, vous parlez, moi, de ma commune dont j'ai été... Oui, démarrons par là. Oui, j'ai fait un petit amalgame, je suis complètement d'accord. Je suis en charge de la gestion politique aujourd'hui en tant que coordonnateur du bloc républicain d'Abomey. Et au fait, contrairement à ce que les gens croient, la vraie démocratie au sein des partis politiques, c'est dans la mouvance présidentielle. Ah bon? Je vous jure. Il y a vraiment l'expression de la démocratie à l'interne. La liste d'Abomey. Au niveau du BR, vous êtes sûr? La liste d'Abomey. La liste, le positionnement d'Abomey pour les élections communales, ça a été fait à la base. Vous êtes sûr? Le ministre d'État Blaise Biolay n'a pas décroché son téléphone pour dire à François Gbé. Bon, je pense que c'est si. Je suis en train de vous parler. Laissez-moi finir. En tant que coordonnateur, j'ai le devoir de faire le positionnement. Je suis à la charge de la gestion du parti dans ma commune. Mais je vous dis, tel que le chef de l'État fonctionne, tel que les présidents des partis fonctionnent, tel que notre parti fonctionne, c'est comme ça, moi-même, je me réfère à la base. J'ai demandé à chaque arrondissement de se battre, de se tuer, de faire tout, mais de me sortir une liste. Et c'est ce qu'ils ont fait. Moi, en tant que coordonnateur BR d'Abomey, et ça je vous le dis, et je suis prêt à faire un débat, et vous pouvez faire les enquêtes, j'ai fait au compositionnement. C'est la base qui a décidé. Moi-même, je suis candidat.
C'est la base qui a décidé ma position. Mon arrondissement a décidé de ma position. Je ne me suis impliqué dans aucun positionnement. C'est ça la démocratie au sein des partis politiques de la mouvance. Ça, c'est pour les communales. Et quand on a fini de faire ça, si avec les leaders, je ne suis pas, certes, je suis coordonnateur, mais on associe les leaders. Quand on a fini, nous avons tous signé. En collaboration avec les coordonnateurs de la sous-section, des arrondissements. Je suis venu défendre ça devant le chef de l'État. Ah, il est intervenu à ce niveau aussi? Ah oui, non, mais écoutez, c'est le patron, c'est l'homme d'orchestre de la mouvance présidentielle. C'est réel ce que vous dites là? Vous êtes parti le rencontrer après? Je te dis, il y a de cela 3 semaines, en tant que coordonnateur du Bloc républicain d'Abomey, le président de la République m'a reçu. Et il reçoit les autres aussi comme ça? Il a reçu tout le monde. Ah bon? Nous avons discuté de la liste. Au niveau de l'UPA aussi, ça se fait certainement? Je te dis, c'est le code de bonne conduite au sein de la mouvance présidentielle. Ah, vous nous apprenez quelque chose. Vous n'allez jamais entendre quelque chose. Contrairement aux autres. Puisque quand vous avez un code, ça s'applique. D'accord. Et j'ai défendu. Et le chef de l'État, quand j'étais devant lui, je défendais la liste d'Abomey pour les élections communales. Il ne s'est pas aussi impliqué. Monsieur le coordinateur, vous êtes sûr que votre liste là, c'est bon? Ça peut nous faire gagner. Ça peut nous faire gagner. J'ai dit, Excellence, une liste, c'est une liste qui a été faite à la base. J'ai soutenu cette liste et je crois que cette liste, ça va faire gagner. Je vous dis ça parce que c'est comme ça que nous avons aussi choisi notre duo de la candidature pour les élections présidentielles. C'est comme ça. Vous êtes sûr? Et depuis qu'on a fait, est-ce que vous avez appris à quelque part un membre de la mouvance présidentielle qui, lui, il est contre Wadaï, que lui, il veut être candidat, lui ne veut pas. La discipline. Comme les gens ont failli se battre à la Sénat. La discipline. Comme les gens ont failli se battre à la Sénat. Comme il y a des démissions en cascade. Parce que si vous imprimez une marque de discipline, c'est-à-dire tout va, il n'y a pas de problème. Tout dépend de la tête au niveau des partis politiques. Et ça, aussi. moi, je félicite le chef de l'État et je félicite le président de mon parti politique, le ministre d'État Aboulaye Biotchane. Mais il ne m'a pas une fois appelé. Hein. D'abord, ces temps-ci, lui, il est loin de toi. Hein. Là, il ne parle plus avec personne. Ah bon? Ah oui, là, quand le positionnement s'approche, lui, il te fuit, hein, il fuit tout le monde. Hein. Il vous laisse la liberté de faire. Il laisse la base véritablement s'exprimer. Voilà. Mais quand les listes viennent de la base, ça donne ce que ça va donner. Et vous allez constater. Ça, c'est pour les communales. Par rapport aux législatives, comment est-ce que vous vous préparez? Vous pensez que ça sera exactement les mêmes? Là, c'est vraiment différent. Hein? Oui, non, mais ça, c'est différent. Et ça, je veux vraiment que le chef de l'État et le président de mon parti voient avec un œil particulier. Les élections législatives, on parle de la circonscription. Et moi, je viens de la 23e circonscription électorale, dont j'ai Abomey, Boycon, Didja et Agbanzou. Et je voudrais vraiment, pour cette fois-ci, que mon parti élève le niveau des candidats qui reflètent vraiment la popularité de la base. On ne peut pas être élu député et que là où on a voté, on a été battu. On ne peut pas être député et on n'a même pas gagné dans son arrondissement. On ne peut pas être député ou on n'a même pas gagné dans sa circonscription électorale et on va encore se présenter. Ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, mais l'essentiel, c'est de gagner. Même si tu n'as pas gagné dans ton arrondissement. Non. Ça respecte un peu l'adage qui dit nul n'est prophète chez soi. Enfin, non, c'est là où il y a la différence entre les communales et les législatives. L'essentiel, c'est de gagner. Les autres vont travailler pour que toi, tu gagnes. Non, on avait fait ça, on ne fera pas. Non. Mais honnêtement, non. Ça, c'est pas possible. Je réponds à votre question. Écoutez. Moi, par exemple, je suis à Abomey. Vous savez, je vais vous donner la situation un peu de la 23e. Je suis à Abomey. J'ai toujours travaillé pour que les autres gagnent. Pourquoi est-ce que je vais toujours travailler pour que... Ça fait un bon moment que vous êtes dans l'arène. Ça, je le reconnais.
Vous croyez que moi, je vais trouver votre travail pour qu'ils gagnent? Au lieu qu'eux gagnent là, aussi. Au lieu qu'eux gagnent, et eux ils ne gagnent pas, et c'est moi ma voix qui les fait gagner? Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous lançons un appel au chef de l'État, qui est le patron de la mouvance présidentielle, et les présidents de nos partis politiques. Pour moi, c'est le Bloc républicain. Il faut regarder les chiffres. Qui n'est pas candidat, qui veut. Donc celui qui a une base solide chez lui, c'est lui qu'il faut choisir. Le député qui a été déjà élu, qui est au Parlement, là, comment il est élu? Quelle est la moyenne de sa circonscription électorale? Quel est le quotient? Finalement, j'ai envie de croire que vous n'êtes pas insoumis. Dans ce quotient, combien il a eu dans sa commune, dans son arrondissement, dans son quartier? Si le gars n'a pas ça, et vous le présentez, mais on a toujours fait, mais on ne va pas continuer par le faire. Ah bon? Non, on ne va pas vous soumettre cette fois-ci. Non. En fait, ce n'est pas le débat de soumission, c'est le débat d'équilibre. On fait un débat aujourd'hui d'équilibre. C'est pour vous dire que moi, j'aurais rêvé que Abomeyer de député, c'est mon rêve. J'aurais rêvé aussi que quelqu'un qui est populaire de ma circonscription électorale, peut-être la Boyko, soit sur la liste. Adidja soit sur la liste. Agbenjou soit sur la liste. Et que cette pluralité de la popularité nous propulse pour gagner les élections, gagner des sièges, la majorité des sièges. Nous avons 5 sièges. Nous avons 4 sièges plus la femme, ça fait 5. Aujourd'hui, le travail que nous sommes en train de faire au Bloc républicain dans la 23e circonscription aujourd'hui, c'est d'avoir la majorité, d'avoir au moins 3 ou 4. Et pour ça, il faut mettre des gens populaires sur la liste. D'accord. Si on met des gens, des députés qui ont été, je ne dirais pas mal élus, mais un député mal élu, c'est le député qui a déjà été battu dans son quartier, dans son arrondissement, dans sa commune, il est mal élu. Il n'a pas une base. Il est mal élu parce qu'on ne veut pas accepter chaque fois que d'autres communes travaillent au détriment de d'autres. C'est pas possible. Donc il faut décrypter le chiffre. Et chaque parti politique aujourd'hui a les chiffres réels de chaque leader politique. D'accord. Je le dis avec fierté. Je ne vais jamais challenger un parti politique qui va me battre dans mon quartier. Qu'on aille vérifier. Mon parti politique, le Bloc républicain, le sait. Pourtant, moi j'ai les dinosaures de l'UPR qui sont mes challengers. Mais vous êtes sûr de les battre chez vous? Mais écoutez, dans mon quartier, je bats toujours. Je bats toujours. C'est pas ce qu'on dit là. C'est des chiffres. C'est ce qu'on dit, c'est des chiffres. Je gagne toujours et je vais toujours gagner. Je vous donne ce pari après les élections pour m'inviter. Tu as combien dans ton quartier, dans ton arrondissement? C'est promis, je vais vous inviter. C'est déjà la fin et j'aimerais bien vous demander, par rapport au Bloc républicain surtout, quelle est la place que vous accordez, ça sera un peu en guise de mot de fin, quelle est la place que vous accordez aux femmes et aux jeunes au sein donc du Bloc républicain? Vous êtes membre du bureau national. Je suis membre du bureau politique national et je puis vous dire que d'abord le Bloc républicain c'est un parti de jeunes, des femmes et nous sommes en pleine tractation pour les élections législatives. Les listes sont en train d'être déposées. On ne connaît pas encore les candidats, les positionnements. Mais je peux vous dire que pour les communales, je prends l'exemple d'Abomey, c'est rien que des jeunes qui ont été positionnés. D'accord. Et à Boycon, pratiquement la même chose. Donc on aura des jeunes maires, des jeunes députés. À Gbanjoun, à Djidja, c'est les jeunes qui sont positionnés. Ceci reflète notre devise, que le BR est un parti de jeunes et des femmes. Voilà. Donc on peut plus démontrer ça. Nous avons des jeunes ministres, nous avons des jeunes cadres qui sont nommés à des endroits. Donc c'est un parti de jeunes. C'est vraiment un parti de jeunes. Donc vraiment, et le parti nous a prouvé ça. Et pour ces élections communales, en tout cas, la liste a été, c'est une élection où c'est les jeunes qui sont allés sur les listes. Voilà. Donc on attend le positionnement des élections législatives pour encore prouver à la face du monde que les jeunes ont été aussi opposés parce que nous sommes capables. Nous sommes vraiment capables. Hein. Nous sommes capables et le BR regorge des jeunes talents,
des jeunes populaires. D'accord. Peut-être que le BN n'utilise pas ces jeunes. Sinon, il y a beaucoup de jeunes populaires. Comme à Fossogwe. Oui, j'en suis un exemple. D'accord. Allez faire les enquêtes. Merci infiniment. Vous avez surtout promis que vous n'allez pas être soumis si jamais on ne met pas les candidats qu'il faut pour les législatives. Vous avez promis, hein? Ah oui, mais à la fin, je vous appellerai. Mais écoutez, c'est pas le mot soumis, je ne veux pas le mot soumis. Je dis, pour la victoire, on n'acceptera plus un certain nombre de positionnements. Parce qu'on veut gagner. Mais on veut gagner et on a les moyens de gagner. Donc pour gagner, il ne faut pas se regarder à faire un certain nombre de positionnements. Et ça, c'est clair et c'est net. C'est un appel que nous lançons. C'est pas une manière de ne pas être soumis ou bien soumis. Non, le débat n'est pas là. On dit le bloc républicain dans la 23e circonscription va aux élections législatives pour gagner. Et pour gagner, le parti sait ce qu'il doit faire. Il faut mettre des gens populaires sur la liste. D'accord. Merci infiniment. Si le parti ne le fait pas, on ne va pas accepter aller tomber. On ne va pas accepter l'échec. C'est tout. Merci infiniment à vous. Voilà, c'est des propos qui sont très rares dans la mouvance présidentielle. Je ne vais pas accepter, c'est très rare dans la mouvance présidentielle, mais nous l'avons avec M. Armand Afossogwe, il est membre du bureau politique national du Bloc républicain et coordonnateur du Bloc républicain à Abomey. Avec lui, on a décortiqué l'actualité nationale, les déboires donc du parti Les Démocrates, l'entrevue accordée par le chef de l'État à Serge Ayaka et donc bien d'autres sujets d'actualité, notamment concernant le Bloc républicain. Merci infiniment à vous d'avoir été ce dimanche avec nous. C'est moi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cet entretien. Je vous souhaite bonne suite des programmes sur Eden TV. À dimanche prochain.